Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Chose promise, chose due. Voici le premier épisode bonus d'À Poil et à cette occasion, j'avais envie de donner la parole à des entrepreneurs de la restauration et non des moindres, à savoir l'équipe des restaurants Big Mama. Je suis donc ravie que Victor Luger et Ciro Cristiano, le chef exécutif de la team, aient accepté mon invitation. Notre boulot, c'est de créer un contexte, c'est-à-dire un écosystème de producteurs, recruter des gens géniaux, créer des beaux lieux, des beaux restaurants, éventuellement écrire une belle recette et faire en sorte qu'il y ait la bonne casserole pour la cuire. Mais derrière, dire à des mecs, tenez, c'est votre restaurant, faites-vous plaisir, c'est à vous, improvisez, vous êtes chez vous. Et si c'est ça, je pense on arrivera et on continuera d'arriver à créer un peu la magie de nos restos, qui est que c'est pas chichiteux, c'est pas ultra compliqué, ça, voilà. À la fin, c'est authentique, simple, très italien, à la bonne franquette. En 2015, ils faisaient sensation avec East Mama, leur premier restaurant rue du Faubourg Saint-Antoine. 3 ans après, ils sont à la tête de 7 restaurants, dont la gigantesque Felicita à la station F, de 4500 m² et 1000 places assises. Leur aventure entrepreneuriale est fascinante. Et avec Victor et Ciro, nous avons parlé d'orage, de file d'attente, de marge et bien sûr de pizza margherita. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, suggestions, questions et à décerner un maximum d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Victor, bonjour Ciro. Bonjour. On dit bien Ciro? Ciro. Comment? Ciro. Ah, je vais pas y arriver. Non, ça va, c'est pas facile, mal. c'est pas mal, c'est bien. Ciro. Merci de nous recevoir à la Felicita. Merci à toi d'être là. Donc Victor, je voulais savoir, avec Tigrane, vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école à HEC. Et tous les deux, vous avez travaillé avant de monter Big Mama. Donc Tigrane dans l'hôtellerie, je crois, et toi dans la musique. On a tous un peu dans la boîte travaillé avant Big Mama. Tigrane, il a bossé dans l'hôtellerie, il vient d'une famille qui a travaillé dans l'hôtellerie. Je pense que ça lui a donné très jeune la passion de recevoir. C'est vraiment l'hospitalité au sens propre. Moi, j'ai entrepris à droite, à gauche, des projets que j'ai fait seul, des projets que j'ai fait associés, des projets dans lesquels je suis rentré tout au début. Je pense que ça m'a donné l'excitation de créer des choses. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que je voulais faire un job qui me passionne. Et quand il a été question de monter un projet avec Tigrane, parce que c'est de là que c'est parti, on s'est dit il faut faire quelque chose qui nous passionne. Et toi, t'as fait quoi, Chichi, avant? Toi, t'étais chef avant? Moi, j'étais cuisinier. J'étais dans la cuisine depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Chez mon père, il y avait un bar pâtisserie. À quel endroit? À Naples. À Naples, hein. Au Corso San Giovanni, le fameux Corso San Giovanni. Et j'ai commencé dans la pâtisserie. Après, j'ai rencontré Titi et Totor à San Marzano, à côté où on prend nos tomates. Et voilà, ça a commencé. Ils m'ont parlé un peu du projet. Il n'y avait pas un projet, il y avait une idée. C'était de faire du bon italien. C'était de faire un bon italien avec que des produits italiens qui venaient d'Italie et que des Italiens. Et au-delà du storytelling, quelle est la vraie histoire de Big Mama? Comment c'est venu? Ciro, il parle de faire du vrai bon italien. C'était ça l'idée de départ? L'idée de départ, c'est qu'on s'est dit, on va faire des restos. Moi, je suis passionné de bouffe. Ni Tigrane ni moi ne sommes italiens. Il se trouve qu'on parlait tous les deux italien, qu'on connaissait tous les deux très bien l'Italie, ses produits, qu'on connaissait plein de gens là-bas, des producteurs, des restaurateurs par notre histoire, mais rien qui nous prédestinait à faire devenir des restaurateurs. C'est encore vraiment un pas plus loin. On a dit, ok, on va monter des restos parce que c'est notre aventure entrepreneuriale et que ça nous éclate et que c'est un métier qu'on trouve passionnant, excitant, et le point de départ, c'est qu'on avait envie de faire un truc ensemble.
Là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on a cherché une idée ensemble. Alors, on est venu à dire, on va faire de la restauration. Et quand on est venu à creuser ce que c'était que la restauration, parce que on avait beau être copains avec plein de restaurateurs, Tigran avait beau bien connaître la restauration d'hôtellerie, etc. C'est un métier qui nous était pas très familier. Et tu peux savoir cuisiner aussi bien que tu veux, c'est pas du tout la même chose de savoir très bien cuisiner et d'être chef. Et on s'est rendu compte en découvrant ce métier, en allant bosser à droite, à gauche, en parlant avec l'un, avec l'autre, etc., que c'était un métier extraordinaire. Ça nous a renforcé dans notre envie de faire ce métier, mais que c'était un métier très dur. Tu travailles quand les autres se reposent, tu travailles 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais, ça recommence tous les midis et tous les soirs. Et tu peux pas te décréter restaurateur, tu peux te constater restaurateur à la fin de la journée si tu as su bien prendre soin de tes clients. Mais le fait que tu aies bien pris soin de tes clients un jour présage absolument pas du fait que tu seras capable de le faire le lendemain midi ou le lendemain soir. Tous les jours, il faut remettre son ouvrage. Et donc on s'est dit, si on fait pas ça dans un projet qui nous passionne, qui nous prend aux tripes, ça va pas marcher. Tu parlais de storytelling. Je pense que la restauration, c'est un métier dans lequel tu peux pas faire de storytelling. Tu peux pas mentir. Je peux te raconter ce que je veux sur la burrata. Chiro peut te raconter ce qu'il veut sur les tomates. Si elles sont pas bonnes, elles sont pas bonnes. et savoir si une tomate est bonne ou pas, c'est donné à tout le monde. À partir du moment où c'est difficile, voire impossible de faire du storytelling, bah en fait, il faut qu'on vive, il faut qu'on crée une histoire qui nous parle. Moi, je pense que tu peux pas être restaurateur si t'aimes pas ton restaurant. Tu peux pas faire de la bouffe italienne comme on l'a fait si t'es pas passionné de ça. Ça ne marche pas. Ça marche 3 jours, mais ça marche pas 30 ans. Il n'y a pas eu un vrai début. On parle du début. En fait, il n'y a pas un début et il n'y a pas une fin. Quand je me rappelle le projet initial, c'était pas un projet, c'était juste une idée. C'était juste une idée. Et le truc cool que j'ai trouvé, que je trouve encore aujourd'hui chez Big Mama, c'est pour ça que je dis il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. C'est le fait que tout le monde, à partir du commis jusqu'au pizzaiolo, jusqu'au directeur des opérations en salle, tout le monde peut dire et peut faire quelque chose pour changer le projet. Tout le monde apporte quelque chose au... Il se construit au fur et à mesure. Ouais. Il est working progress. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te séduire, pour que tu viennes travailler avec eux? Qu'est-ce qui t'a plu en tout cas? Enfin, qu'est-ce qui m'a plu? T'étais le premier employé un peu. Oui, je faisais partie. C'était le numéro 3. Numéro 1, moi je peux le si tu me conseilles. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro 1, numéro 10. Plaisante, hein. Je dis ça parce que il y a... Non, mais c'est comme au foot, il n'y a que des numéros 10. Ouais. Il y a 2 semaines, j'ai fait un menu à Mamma Primi avec le commis de Mamma Primi qui nous a apporté la recette de passatelli de sa grand-mère. Et ça, quand il y a une personne qui vient de l'Emilia-Romagna, il fait ça, mais c'est extraordinaire en fait. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 10, c'est tout le monde. Qu'est-ce qui m'a séduit? Moi, quand je travaillais à Naples, le truc que je kiffais de mon boulot à Naples, c'était que je travaillais dans un restaurant, je faisais 2 vues et j'allais chercher ma mozza. Et je disais, en fait, tu sais, la dernière fois, il y avait trop de lait, tu peux me la faire avec moins de lait, c'était plus la semaine prochaine. Et j'ai besoin que tu me fasses un portionnage, pas de 200 grammes, mais de 200 grammes. Ça, je faisais ça à Naples. Je faisais ça à Naples avec tout le monde, avec le produit d'huile d'olive. Je dis, est-ce que tu peux me faire un mélange un peu moins fort là? Chez Big Mama, le truc qui m'a séduit, c'était ça. C'était que j'étais à Paris. Je prenais le métro pour aller bosser, je rentrais dans le restaurant, je prenais mon téléphone, j'appelais le producteur de mozza, je me disais, écoute, dans 3 jours, la mozza, je la veux avec un peu plus de lait. Et la même chose sur l'huile, la même chose sur tous les autres produits. C'est ça qui m'a changé le quotidien de tous les autres restos. Donc ce rapport direct avec les producteurs. Moi, je me rappelle quand on a trouvé moi, je suis napolitain, donc je sais qu'est-ce que c'est une ricotta de bufflone. Mais quand j'ai pu avoir la ricotta de bufflone à Paris, et j'ai pu faire toutes les recettes qu'on a fait avec, hein, et c'était comme vivre à Naples, mais avec un salaire parisien. Et Victor, c'était, la restauration au début, est-ce que c'était un business comme un autre ou pas? Je sais pas ce que c'est qu'un business comme un autre, mais la conception qu'on a du business en général, c'est que c'est avant tout les gens avec qui tu le fais. Oui, évidemment, il faut se payer un salaire à la fin du mois, et il faut avoir quelque chose à manger, il faut nourrir mes gosses et pouvoir partir en vacances. Et c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas dans tous les jobs. Mais ce qui fait que ça donne du sens dans la durée et que tu es excité de te lever tous les matins, jour après jour, je pense que c'est les gens avec qui tu le fais.
La restauration, c'est d'abord un peu une passion. Enfin, c'est pas un peu, c'est d'abord une passion un peu geek, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne. Moi, j'aime la bouffe. J'aime beaucoup ça. J'ai une passion un peu geek de la bouffe, qui est que le projet de dire, en fait, on s'est pas levé un matin avec une espèce de vision en disant on va faire du tout 100% maison et on va... Non, en fait, on s'est levé un matin, on a dit on va faire des restos italiens, ça va être chambé. Et en fait, ce qui est cool, c'est de passer notre temps en Italie chez des producteurs. C'est vraiment infiniment plus sympa que quand je dois négocier le bail de mon resto. Donc, on a essayé de se focaliser sur les trucs qu'on trouvait cool, c'est-à-dire être en Italie avec des producteurs, acheter des putains de produits, cuisiner maison, parce qu'on adore cuisiner. Moi, je suis pas chef, mais j'adore cuisiner et ouais, j'adore couler un café, le faire bien. J'adore torréfier le café, j'adore faire les pâtes, j'adore trancher le jambon et qu'il soit parfaitement tranché. Tu tranches pas un jambon de Parme comme tu tranches un San Daniele, etc. Ou comme tu tranches un speck. J'adore faire ma glace. J'adore dire putain, en fait c'est compliqué, donc en fait faut retourner en Italie pour trouver un producteur de lait de bufflone, et puis ensuite il faut retourner en Italie mais dans une autre région pour trouver les noisettes, puis ensuite il faut retourner en Italie mais dans une autre région pour trouver les amandes, etc., etc. Et pour trouver la pistache, mais en fait la pistache elle est pas aussi bonne que ça tous les ans, et puis d'ailleurs c'est qu'une partie de l'année, je le savais pas, tiens je suis content, ça a nourri mon petit côté geek. Il y avait une grosse part de fun aussi là-dedans. Il y a une part de fun, il faut, encore une fois c'est un métier difficile, il faut suivre le fun. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Et je pense que c'est ça qu'on a fait au début. C'est comme ça qu'on a commencé à rencontrer de plus en plus de chefs qui nous ont présenté de plus en plus de producteurs, qu'on a goûté, bouffé une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois par jour pendant 1 jour, 2 jours, 30 jours, 200 jours. Puis à la fin, on a dit ok, qu'est-ce qu'on aime? C'est quoi le resto qu'on aime? C'est quoi ce qu'on a envie de manger? Vous êtes parti de vos propres envies? On est parti de nos propres envies. En fait, tu connais 200 personnes autour de toi qui adorent l'Italie, qui étaient en vacances et qui rêvent qu'une chose, c'est d'y retourner. Moi aussi, Chiro aussi. Mais en fait, si ça marche pour toi, si ça marche pour moi, on part du principe que ça marche pour tout le monde. Qu'est-ce que parmi tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a envie de faire partager? Je pense que c'est plutôt ça notre rapport au business. C'est comme ça que vous avez choisi l'Italie, on va dire, comme destination culinaire, et pas parce que je crois que vous aviez réfléchi aux crêpes au début. Au tout début. Ouais, quand 3 jours. Ouais, quand on est parti dans ce truc, on s'est dit tiens, on va monter une chaîne de crêpes, ça va être chambé, ça n'existe pas, c'est un super business. Et le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est parti en Bretagne, on est allé voir des producteurs, etc., etc. Ça, c'était chambé. On a bossé dans des crêperies en Bretagne et c'était chambé. Et ensuite, quand on a commencé à creuser le projet, on s'est trouvé hyper limité par le produit. Et en même temps, je veux pas du tout dire quoi que ce soit de négatif sur la crêpe, mais en fait, on n'a pas fité, tu sais, c'est comme quand tu rencontres une meuf et en fait elle est super, elle est machin, mais au bout de quelques mois en fait t'as pas trop le fit quoi, ça, il y a un truc qui cloche. C'est un peu ce qui s'est passé sur la crêpe et on s'est dit bon en fait, vous avez préféré les italiennes quoi. On s'est dit ouais en fait si on n'est pas passionné par ce truc là on peut pas le faire parce que c'est soi-disant un bon business. Ça c'est un truc d'HEC qui lance sa boîte et c'est bien, c'est le point de départ, il faut un point de départ, mais en fait c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ouais c'est aussi grâce à ça qu'on s'est mis à bosser dans des restos et on s'est dit waouh c'est ça ce métier. En fait, il faut qu'on le fasse avec nos tripes. Et ça nous a pris 1 mois et demi pour décider d'arrêter ça, d'arrêter le projet de la crêpe, ce qui est un peu engageant parce qu'on avait tous les deux un job, on a tous les deux quitté notre job en disant ah bah tiens on va monter des crêperies. Au moment où tu passes un peu pour un con quand tu dis à tout le monde que tu changes ta vie, tu vois, y compris auprès de ma femme, auprès de mes amis, etc. Et il nous a fallu 10 secondes pour dire bon en fait on va faire de l'italien. Et il y avait quoi dans votre business plan de départ? Tu parlais de faire des choses pour le fun, enfin c'était... On n'a jamais écrit ça comme ça. Ce qu'on s'est dit au départ, et c'est ce qu'on racontait avec Chiro, c'est que ça s'est fait de manière hyper empirique petit à petit. On ne s'est pas lever le matin avec une vision en disant on va faire 100% direct producteur, 100% fait maison, on va bosser qu'avec des Italiens et on va faire des passatelli comme ça et des tortelli mantovani comme ça. Et c'est venu de manière très empirique par petits pas, mais on a suivi le fun. Donc au début on s'est dit bon en fait quand on a dit aux gens qu'on allait faire des restos italiens, tout le monde nous a regardé en disant bah dis donc c'est une bonne idée de merde ça, parce que la crêpe pour le coup c'était une bonne idée, ça n'existe pas, on voit le besoin, mais l'italien il y a des millions de restaurants italiens. Et là ce qu'on a répondu c'est, alors le premier truc qu'on s'est dit dans notre tête c'est ils ont pas complètement tort, c'est vrai que c'est pas con comme point, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants italiens. Non. Et ensuite on s'est dit oui mais en fait il n'y a pas les restaurants qu'on veut, c'est-à-dire que tu retrouves pas ou peu parce que bien sûr il y en a, tu retrouves pas ou peu ce sentiment que tu as quand tu es en Italie, où tu rentres dans n'importe quel boui-boui et c'est toujours bon et c'est toujours sympa et c'est toujours servi avec le sourire et tu te poses pas 3 fois la question de quel plat tu prends ou quel autre, parce qu'en fait tout coûte pas 36 €, mais tout coûte 10 balles et une bouteille de vin ça coûte 14 €, donc en fait t'as même pas réfléchi que t'en as déjà bu une deuxième. Et en fait moi quand je bois 2 bouteilles de vin dans la soirée,
en fait, je suis d'assez bonne humeur. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand je rentre de vacances, je me dis, ah putain, c'était quand même cool l'Italie. Parce que les mecs ont toujours le smile, parce que c'est toujours simple et bon, parce que c'est pas cher, parce que c'est une expérience globale de juste passer un super moment. Et à Paris, tu manges très très bien l'italien. C'est souvent très cher. C'est vrai. En tout cas, très cher, pas forcément très cher, mais c'est souvent pas donné. Et donc, ça campe le repas italien à un dîner de fête. Parce que se payer 60 balles par personne, c'est un dîner de fête. Et on s'est dit comment on arrive à recréer ce moment italien, mais ultra simple, tchac-tchac au quotidien, sans réfléchir. Donc vous imaginiez pas avoir 7 restos au bout de 3 ans, quand vous avez ouvert ? Quand vous avez commencé ? N'imaginez pas avoir cette resto. Je crois qu'on s'imaginait déjà pas le premier jour de Big Mama, on s'imaginait avoir 100 clients, on en a eu 400. Donc... Il y avait quoi, 60 mètres de queue. Et on s'attendait pas. Il y avait du monde. Et je me rappelle encore le buongiorno qu'on a fait ce jour-là. On a ouvert, il y avait des gens parce qu'on avait dit qu'on ouvrait à 19h. On n'était pas prêt à 19h, donc on a ouvert à 19h10, 19h15. Et les gens, ils nous attendaient dans la queue. On ouvre les portes. La première chose qui nous est venue spontanée à ce moment-là, c'était de dire buongiorno à tout le monde. Seulement qu'il y avait 30 Italiens qui disaient buongiorno en même temps. Donc on a commencé à crier buongiorno et tout le monde est entré dans le restaurant. Donc non, on n'avait pas tout pensé. On avait sous les 7 restaurants, c'est venu un peu au fur et à mesure. Et ça, c'est le truc, le truc sympa. On parlait de l'expérience italienne. On parlait de fait quand tu rentres dans le restaurant, tu sens en Italie. C'est parce que oui, les produits, ça je l'ai déjà dit, il y a le produit, le rapport qualité-prix, il y a tout ça. Il y a un autre truc cool qu'il faut dire, et moi je tiens à le dire parce que je vois ces gens et je leur dis bonjour un par un tous les jours, c'est les gens. C'est l'expérience, c'est l'histoire des gens. Quand tu rentres dans une trattoria italienne, t'as le bon produit, t'as le bon plat, tu le payes pas cher, et t'as un serveur qui a une histoire. Et il te la raconte. Chez nous c'est pareil. Je me rappelle Mattia, notre chef glacier, il est arrivé le premier jour chez nous. Et moi j'avais mis une annonce comme je cherchais un pâtissier. Il arrive avec des glaces. Allez, bonjour, je suis Mathias. Je dis bon, écoute, je cherche un pâtissier. Qu'est-ce que tu fais? Il dit non, mais moi je suis glacier. Mais j'ai mangé chez vous. Je vais travailler chez vous. On l'a embauché. D'ailleurs, il était là. Tout à l'heure, je vous le présente. Il a passé 1 an chez nous à faire de la pâtisserie, chose qu'il savait pas le tout faire. Mais on l'a pris. Il y avait un autre chef pâtissier. Il était commis pâtissier. Et 1 an plus tard, on a décidé de faire de la glace maison. Pour la seule raison parce qu'il y avait Mattia chez nous. Et ça, c'est passé avec les pâtes fraîches d'ailleurs, parce que moi, je savais faire très bien les pâtes fraîches. C'est passé avec la boulangerie, c'est passé avec tout ce qu'on fait. Ça part d'un produit et ça passe par des gens. Une histoire, un savoir-faire. C'est difficile qu'on réécoute des gens pour les choses qu'on veut faire. On a des gens et on essaie de faire les choses avec les gens qu'on a. D'accord. Donc, imaginez d'ouvrir un restaurant et 2 mois plus tard, tout l'équipe part. En même temps, imaginez d'avoir un restaurant et 3 mois plus tard, tout le monde est là et tout le monde ramène son copain qui sait faire du café, l'ami qui sait faire de la glace. Hein. La première chose que tu dis, je vais faire un autre restaurant parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire des trucs chez moi. Il faut que je l'exploite. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Et vous avez commencé à Gordes avec un premier restaurant d'été, d'essai, on va dire. Oui, premier restaurant. Moi, quand ils m'ont dit Gordes, je ne connaissais pas. Ils me parlaient du plus beau village de France. Moi, je ne connaissais pas le tout Gordes. J'étais pauvre qu'à Paris. Quand je faisais les vacances, je les faisais en Italie. Excusez-moi. Je ne pensais pas à la France. Je pensais pas à la France comme maître de vacances. Et quand on a fait Gordes, c'était pareil. On a fait Gordes, on connaissait rien. C'était avant East Mama, ça. C'était avant East Mama. Ouais. On connaissait rien. 2014. On connaissait plein de producteurs. 2014, oui, juin 2014. On connaissait plein de producteurs. On connaissait. Moi, j'avais un cousin qui faisait de la pizza. J'avais un beau-frère qui savait faire un peu de la cuisine. Et on connaissait tous les producteurs qu'on travaille aujourd'hui. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà rencontré. Mais on ne savait pas si ces producteurs-là, ils pouvaient nous livrer dans les temps et sous les quantités qu'on avait besoin. Parce qu'un bon producteur de jambon Saint-Daniel, c'est pas très difficile. Vous allez à Saint-Daniel et on peut le trouver. Mais un très bon producteur qui peut garantir un bon produit toute l'année au bon prix et qui te livre dans le restaurant le jeudi et pas le lundi, comme ça tu as du jambon Saint-Daniel le week-end, c'est difficile à trouver. Donc on a testé tout ce genre de choses.
On a testé les producteurs, on a testé le chef, on a testé le pizzaiolo. Ouais, moi je dirais qu'on s'est testé nous-mêmes, c'est-à-dire On que... s'est testé nous-mêmes. Ouais. Alors ça, on avait fait un peu de la dinette, on avait vaguement bossouillé à droite à gauche. À Gordes, on a ouvert le resto, enfin, on a récupéré un truc, on a tout sorti, on a tout passé à l'acide et au Karcher, on a tout remis dedans, on a chiné 3 tables à l'Île-sur-Sorgue et on a ouvert le premier soir, autour du 15 juin. Il y avait 120 places en terrasse et 40 places à l'intérieur. On a fait quasiment 300 couverts. On a appris le métier, oui. Et au bout de 4 jours, je me souviens, tu te souviens, on avait 120 mecs assis sur la terrasse le soir, avec un plat de pâtes, une pizza, machin devant eux, 40 mecs à l'intérieur. Et c'est le midi. Donc là, le Mistral se met à souffler fort, fort. Comme on avait pas refait le resto, les auvents de la terrasse étaient vieux de 40 ans. Le truc commence à taper dans tous les sens. Bam, 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 bam. On se dit, bon, les gens commencent à nous regarder comme s'ils allaient mourir, donc on rentre les auvents. Bon, il y a un peu de vent. 4 minutes plus tard, il se met à pleuvoir. La mousson. Et là, on se retrouve avec 120 mecs, avec leur plat de pâtes, leur assiette, leur pizza, et l'eau qui tombe dedans, mais des seaux d'eau. J'ai dû tout refaire. Ce jour-là, on a compris beaucoup de choses. D'abord, on a compris ce que c'était d'être restaurateur. Tu peux pas dire pause, stop. Tu peux pas. Et 2, c'est là que tu te rends compte que le but, c'est pas d'exécuter une partition. C'est pas de faire juste tout bien, parfaitement. Bonjour monsieur, où est-ce que vous souhaitez vous asseoir? Voilà le menu. Ce soir, nous vous proposons. Le chef pense machin. Merci monsieur. Vous voulez l'addition? Je vous l'apporte. La carte ou de l'espèce? Non, ça c'est exécuter une partition. En fait, ce que les gens cherchent avant tout, évidemment, il faut que ce soit extrêmement bon. C'est le point de départ. On est restaurateur. Si c'est pas bon, on n'en parle pas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce que nous-mêmes on cherchait, je crois que ce que la plupart des gens cherchent au restaurant, c'est un moment. C'est un bon moment. Et en fait, un bon moment, c'est évidemment nourri par le fait que c'est bon, que l'assiette est jolie, que la table est propre, etc. C'est avant tout, on est des êtres humains nourris par les interactions que tu as avec les gens. Et moi, je suis resté un peu comme un bon élève ce jour-là, complètement scotché, le lapin dans les phares, tu vois, avec les mecs là, avec les trompes d'eau qui tombaient dans leur assiette. Et là, tous les Italiens se sont mis à danser et à chanter, et à dire allez, on se presse, on rentre à l'intérieur. Ils ont fait rentrer 120 personnes là, dans un resto qui pouvait en accueillir 40 à l'intérieur. La moitié des gens ont bouffé debout, l'autre moitié des gens se sont serrés, les gens étaient assis sur les tables. Je pense sincèrement que les gens qui ont dîné là ce soir-là ont passé le meilleur dîner de leur année. Parce que c'était fait sincèrement et dans la bonne humeur. Et qu'en fait, ils s'en souviendront. Ils trouvent que les pâtes, elles étaient bonnes. Et que, en fait, c'est pas grave si tu le manges debout, si tu le manges assis. Parce que c'est un bon moment avec d'autres êtres humains. Et ce jour-là, on a compris un truc qui est essentiel dans notre manière de faire de la restauration. C'est que on a plutôt des gros restaurants. Quand tu as un gros restaurant, ou quand on a 7, c'est pas Chiro, ou c'est pas moi, ou c'est pas Tigrane qui servons le café, qui coupons la pâte, qui vont confire les tomates le matin, c'est pas nous. Les gens qui font ça, c'est eux qui font vivre Big Mama. Notre boulot, c'est éventuellement tout simplement d'être à leur service, au service de notre staff qui donne un bon moment aux clients. Et que ce qu'il faut, notre métier, c'est que toute notre équipe qui est au contact avec les clients soit hyper fière, hyper heureuse, hyper passionnée de ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'on a compris ce jour-là à Gordes, qui était de dire, en fait, si tu veux tout contrôler, tout orchestrer, et qu'il y a une partition, il y a une fiche à lire, c'est la fiche qu'a écrit Victor, c'est la recette qu'a écrit Chiro, ou c'est le truc qu'a écrit Tigrane, et que, mec, ils vont faire ça 3 minutes, ça va les faire chier. Et qu'en fait, le meilleur moyen de faire de la restauration, c'est notre boulot, c'est de créer un contexte, c'est-à-dire un écosystème de producteurs, recruter des gens géniaux, créer des beaux lieux, des beaux restaurants, éventuellement écrire une belle recette et faire en sorte qu'il y ait la bonne casserole pour la cuire. Mais derrière, dire à des mecs, tenez, c'est votre restaurant, faites-vous plaisir, c'est à vous, improvisez, vous êtes chez vous. Et si c'est ça, je pense on arrivera et on continuera d'arriver à créer un peu la magie de nos restos, qui est que c'est pas chichiteux, c'est pas ultra compliqué, ça, voilà. À la fin, c'est authentique, simple, très italien, à la bonne franquette. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé d'avoir un staff à quasi 100% italien? Non, je pense que c'était c'était naturel. En fait, quand tu veux faire un resto italien, la première chose que tu fais, c'est de partir en Italie pour prendre des idées, pour trouver des produits. Et c'était naturel le fait d'avoir que des Italiens.
comme la même chose pour un jambon. Pour un jambon, on ne s'est pas posé la question où on prend le jambon. Il y a deux villes en Italie où on fait prendre le jambon. Un c'est Parme et l'autre c'est Saint-Daniel. La même chose avec les Italiens. C'était naturel. Moi, je me rappelle à Gordes, j'ai ramené mon cousin sous la pizza, mon beau-frère sous le truc. Victor, il a ramené un ami qui avait un cousin italien, et ça a commencé comme ça. Et c'était pas en fait, on n'a pas écrit, on veut qu'il y ait des gens italiens. C'était pour ce qu'on voulait faire. C'était le naturel. Si tu veux faire une bonne pizza napolitaine, il faut prendre des napolitains, il faut pas s'arrêter. Tu peux prendre la farine napolitaine, tu peux prendre le four napolitain, que c'est le cas. Tu peux prendre tous les produits qui viennent de l'Italie au-dessus de l'Italie, mais si après tu n'as pas une personne qui sait faire la pizza comme à Naples, tu n'en sors pas. Est-ce qu'il y a des restaurants qui vous ont inspiré avant d'ouvrir en France ou à l'étranger? Les restaurants qui nous ont inspiré, c'est pas des restaurants, c'est des moments qui nous ont inspiré. C'était, tu te rappelles, à Turin, dans le petit truc. On rentre dans une... c'était un peu... On avait la dalle. On avait fait le tour dans le Barolo des maisons de vin, tout ça. Et c'était 13h. Et on pose la voiture dans un parking un peu comme ça. On marche, je crois, 40 mètres, 50 mètres. Et on rentre dans une trattoria. Le premier truc qui est venu? Le premier truc qui est venu, on sait pas trop... Mais on avait envie de ça, en fait. On n'avait pas envie de chercher... On rentre, on dit on a faim, on rentre. Et dès qu'on rentre, il y a la dame, elle s'appelait Giuseppina, je crois, chose comme ça. Et la dame, buongiorno, come va? Tutto bene? Ah, sei francese? Ah, io ho una cugina francese, et s'assoit, là. Qu'est-ce que vous voulez manger? Même pas le moment qu'on a dit qu'est-ce que vous voulez manger, il avait déjà choisi pour nous. Et je vous propose ça c'est parfait, ça c'est bien, là, on passe, et nous, une bouteille de vin. Je crois qu'on est sorti 2 heures plus tard, on voulait faire un déj vite. Complètement bourré. On voulait faire un déj vite. Et quand on est sorti, on s'est dit, on est rentré pour manger, parce qu'on avait faim en fait. Et on est sorti avec plein d'idées, plein de trucs. On s'est dit, c'est ça le restaurant qu'on veut faire. En fait, on n'a pas copié les pâtes, on n'a pas pris les pâtes, on n'a pas pris le même vin, on n'a pas pris le même truc, on a pris la même ambiance. L'esprit, le même esprit. Et c'est ça, quand on est sorti, on s'est dit, ça c'est le restaurant qu'on veut faire. Je me souviens la première fois que je suis venue chez East Mama, c'était un peu ça en plus. Le serveur, il est arrivé, il a réussi à nous prendre la commande sans qu'on décide vraiment, sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Je crois que c'était un peu ça. C'est à l'italienne. C'est des gens, ils ont. Quand là, tout le monde connaît la burrata. Mais quand un serveur te regarde les yeux et il te dit, tu es à l'entrée, il te dit en fait, prends une burrata. Je l'ai mangé il y a 2 heures et elle est magnifique. La première chose que tu fais, tu dis, vas-y, okay. Je te fais confiance. En plus, tu sais que c'est pas hyper cher. Parce que quand tu vas dans un restaurant, c'est cher et le serveur, il te propose un entrée du jour. Tu as envie de dire, attends, je vais voir le prix avant. Chez nous, c'est fais-toi plaisir. Et d'où vient le nom Big Mama? De brainstorming? On a tellement galéré pour trouver un nom. Au moment où on avait un projet, donc il fallait quand même bien qu'on puisse avoir un nom à ce projet. Donc c'était plutôt un nom de code au début qui racontait la générosité. On a commencé à se balader en Italie et on a été tellement époustouflés par la générosité des gens qui te donnent du temps, qui te donnent de l'énergie, qui appellent tous leurs potes, etc. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le secteur de la bouffe au sens large, y compris à Paris. Les chefs sont des gens généreux. C'est vraiment un métier d'une immense générosité. Et voilà, et Big Mama, c'est un nom à la con qui raconte la générosité à l'italienne. Et c'est pour ça que ça s'est appelé Big Mama. Et derrière, chaque resto a un nom différent parce que chaque resto, c'est une histoire, c'est une envie à un moment donné. C'est fait par des gens différents, c'est des menus différents, c'est des décos différentes, c'est des lieux différents. Je pense que c'est des moments différents. Moi, j'aime bien aller à certains restaurants à certains moments, à d'autres restaurants à d'autres moments. Donc ça, c'est plutôt ça l'histoire de nos noms. Et vous avez commencé avec combien d'argent ? On a commencé avec pas d'argent. Un peu comme tout le monde dans ce métier, je pense. Et puis ensuite, on s'est rendu compte de ce que ça coûtait. Heureusement qu'on avait déjà décidé, qu'on avait déjà démissionné de notre job avant, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait jamais eu le courage de le faire si on avait été au courant. On s'est rendu compte qu'en fait, un fonds de commerce à Paris, oui, il y a toujours des exceptions, hein, mais ça coûte, si tu veux faire un grand restaurant, ça coûte des centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions. Ouf. Et puis alors ensuite, on a dit les travaux. Alors on allait dans des restaurants qu'on trouvait super beaux, y compris à Londres, et puis on les trouvait magnifiques, ces restos, et puis on se disait, c'est ça qu'on va faire, mais bon, on va le faire pour le tiers du prix. Non, en fait, ça n'existe pas. Si tu veux ça, ça coûte ça.
Et si tu dépenses 3 fois moins, Ça va pas être 3 fois moins beau. parce que tu peux faire des trucs très beaux, pas chers. Mais si tu veux du marbre, le marbre, ça coûte ça. Et pour le coup, le marbre, si tu le prends 3 fois moins cher, il sera 3 fois moins beau. Il n'y a pas de secret. Le marbre, c'est une industrie mature. Ça n'existe pas. Des super plants de marbre, ça n'existe pas. Ouais, donc ensuite, on se dit, waouh, en fait, ça coûte aussi très cher. Bon, et enfin, il nous faut des millions d'euros. Donc, on a la chance en tout cas, plus d'1 million. On a la chance d'être dans un très très beau pays, la France, où les banques, même quand tu es débutant, sont très contents de te prêter pour faire de la restauration. Il y a un truc qui s'appelle la BPI. On a découvert ça aussi en marchant, qui sont très contents de contre-garantir la moitié de ton prêt. C'est-à-dire que quand tu empruntes 1 million d'euros, la BPI, la banque, au lieu d'avoir un risque sur 1 million qu'elle te prête, elle a un risque que sur la moitié. Parce que la BPI, c'est-à-dire l'État français, prend l'autre moitié du risque. Bon, on s'est dit, ok, on va quand même pouvoir emprunter pas mal à la banque. Mais bon, en même temps, quand tu empruntes, c'est du risque. C'est-à-dire que derrière, si tu peux pas rembourser... Et donc là, on a levé de l'argent auprès d'un certain nombre d'investisseurs, sur des entrepreneurs, parce que quand on allait voir des fonds qui sont un peu le truc évident, tout le monde nous a dit, ah oui, non mais en fait on sait pas qui vous êtes, vous avez jamais fait de resto, vous pouvez mourir pour qu'on vous file de l'argent. Et on est allé voir des entrepreneurs à qui on a raconté avec toute l'équipe un peu notre passion, et je pense qu'ils ont revu une bande de mecs passionnés, excités du bocal, avec des rêves plein la tête, et ça les a peut-être fait penser à qui ils étaient, à eux 10, 20, 30 ans plus tôt. Et voilà, et en fait, c'est un peu des gros business angels, parce que c'est autant de mecs qui ont mis des tickets de 50 000 euros ou un truc comme ça, mais à la fin, ça nous a fait un petit capital. Et sur la base de ça, on a pu aller emprunter de l'argent en banque, et puis on a ouvert Istmama. Plutôt facile à convaincre ? Je sais pas si ils ont été faciles à convaincre, parce qu'effectivement, quand on les a rencontrés, c'est allé très vite, mais en même temps, ça faisait 1 an et demi qu'on bossait à plein temps et comme des dingues sur ce projet. Donc, j'imagine qu'en fait, on est arrivé avec plein de super arguments et on avait beaucoup travaillé. La restauration, moi, je trouve que ça fait partie des trucs géniaux de ce métier, c'est que on a plein de copains qui montent des boîtes dans le digital. Dans le digital, tu peux être la meilleure équipe, avoir la meilleure idée du monde. T'es pas encore sûr que ça marchera. Nous, on a le sentiment que dans la restauration, si t'es passionné, et si tu fais quelque chose d'authentique, et si tu travailles beaucoup et que tu te donnes beaucoup de mal, ça marche à tous les coups. À la fin, il faut juste faire bon, pas cher, servi avec le sourire dans un bel endroit. Et ouais, on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire que quand on a commencé le projet, on a ouvert Istmama 2 ans et demi plus tard. 2 ans et demi, quand tu racontes à ta femme, à tes potes, à tout le monde que tu montes des restos, mais que 2 ans et demi plus tard, ils ont toujours pas vu de resto, c'est long. C'est long. Je vous fais pas le couplet l'entrepreneur qui a bouffé de la vache enragée, parce que c'était 2 ans et demi de ouf. Moi j'ai passé les 2 tiers de cette période en Italie à faire le tour du vignoble, donc c'était pas exactement c'était pas le calvaire. Hein. Mais c'est autant de temps où on a travaillé, on a petit à petit posé les briques du truc. Et vous avez tout de suite décidé donc de vous fournir quasiment en direct chez les producteurs pour avoir des prix plus intéressants et dégager une marge. Nous, chez nous, c'était la première chose qu'on s'est dit, il faut avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc où il faut aller en Italie. Et c'était donc le prix qu'on payait, des fois même le même, hein. C'est pas le prix qu'on payait, ça allait directement dans le produit. Et en plus, on avait cette flexibilité d'appeler le producteur, de nous faire changer ou d'avoir un produit particulier que tu peux pas avoir quand tu achètes chez un distributeur. Et comment vous faites pour dégager une marge alors que vous vendez quand même des pizzas à 5, 8 euros, des panini à 6, 7, 8 euros en utilisant des bons produits? On fait beaucoup. Alors moi je voudrais en profiter pour couper court à un certain nombre de rumeurs, ou juste pour avoir un discours de vérité et en direct et raconter les choses comme elles sont. Je fais des articles où j'entends des oui-dire de mecs qui me disent « Ah ouais, non mais de toute façon vous n'êtes pas rentable, de toute façon vous êtes financé par ci ou par ça, etc. » L'histoire du produit en direct des producteurs, la vérité, c'est qu'on l'a fait parce qu'on trouvait ça cool. On s'est dit que ça nous coûterait probablement moins cher, et c'est effectivement, quand tu vas voir le mec et que tu lui demandes son prix, a priori c'est un peu moins cher que quand tu demandes à un distributeur, sauf que le distributeur il achète des gros volumes, donc en fait à la fin je peux trouver de la mozzarella bien moins chère chez un distributeur, elle sera pas non plus forcément dégueulasse, faut pas dire que tout ce qui vient de chez le distributeur est dégueulasse et tout ce qui est en direct est hyper bon, c'est pas vrai. En fait il y a des distributeurs qui vendent de la très bonne cam, mais elle est pas non plus atrocement chère. Au début on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était cool et que ça nous faisait marrer. On a ouvert le restaurant, les clients sont venus nous voir en disant « Vous avez des putains de bons produits,
Et à la fin du mois, il restait de l'argent dans la caisse. Donc on n'a jamais vraiment remis ce système en doute. Oui, si on regarde le truc, en fait la logistique ça coûte une fortune. Oui, si on voulait optimiser, ça coûterait à la fin probablement moins cher d'acheter chez un distributeur, de demander à des faiseurs, c'est-à-dire à des gens dont c'est le métier, de nous faire des mises en place de tomates confites, etc. Parce qu'en fait, acheter 1 tonne de tomates, la faire confire en même temps et avec une DLC d'1 mois, c'est évidemment plus rentable et plus efficace que d'acheter tous les jours tes tomates, te la faire livrer tous les jours dans Paris Intramuros et de la confire dans ton petit four rationnel à 3 niveaux. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en fait, au début, on a fait le fait maison, on a fait le direct producteur parce que c'était cool et que ça nous faisait marrer et qu'en fait, on est passionné de ça. Je suis pas passionné de faire des contrats avec des faiseurs, je suis passionné de faire confire les tomates, c'est ça qui me fait marrer. Donc ça, d'abord, on l'a fait un peu au feeling, en suivant ce qui nous faisait marrer. Et oui, il y avait une queue de 70 personnes le jour de l'ouverture. Ça, c'est des choses que je ne m'explique pas. Mais il y a d'autres choses que j'explique, mais ça fait partie des choses que j'explique pas. Et ça n'a pas désempli, et à la fin du mois, il restait de l'argent. Donc on n'a pas non plus tout remis en question. Et depuis, on n'a pas fait bosser McKinsey sur nos comptes. À la fin de l'année, il reste de l'argent dans la caisse. Bon, bah voilà, on a fait ça. À la fin, on paye les salaires, on paye les producteurs, on paye un peu les logisticiens et les trucs. Et puis à la fin, il reste de l'argent. Et c'est OK, et ça suffit. C'est-à-dire que si tu fais de la logistique et du direct producteur pour 2 boulettes de mozzarella, ça va pas marcher. Donc effectivement, le fait de faire de la quantité, ça c'est quelque chose auquel on avait réfléchi en amont. On y a réfléchi encore une fois, on n'est pas consultant. Mais à un moment, on est allé voir des producteurs, on a dit bonjour, on voudrait vous acheter 10 kilos de mozzarella. Le mec nous a rionné, il nous dit je n'ai pas compris, mais si t'en achètes pas 150 par batch, bah je te la vends pas. Or la mozzarella, ça se tient 48 heures, donc on s'est dit ok, il faut qu'on consomme 150 kilos de mozzarella toutes les 48 heures, donc il va falloir qu'on en fasse beaucoup, donc il va nous falloir un gros restaurant. Voilà. Et sur la rentabilité, nos restaurants, c'est beaucoup d'investissement. Pour ça, on a des business angels et on a des banques. Donc pour les business angels, ils ont une partie du capital de notre société. Voilà, c'est très classique. Et pour les banques, il faut les rembourser. Et donc ensuite, on ouvre notre restaurant. On a la chance d'avoir des restaurants qui sont rentables le jour de l'ouverture pour l'instant. C'est-à-dire que comme il y a des clients, notre business model, il est pérenne. Tu dis comment tu fais pour gagner de l'argent sur une pizza à 5 €. Ma pizza à 5 €, si tu fais sa fiche recette, ce que font tous les chefs pour tous leurs plats, on gagne de l'argent. Pizza à 5 €, on a un food cost à 24%. 24%, ça veut dire x4. C'est ce que cherche à faire n'importe quel restaurateur à Paris. Et on a de la farine Caputo. On a des tomates San Marzano DOP. On a de la mozzarella DOP qui vient de Naples. Qui est, on le croit, une mozzarella de super qualité. On a du parmesan 24 mois DOP, qui est l'unique appellation di Montana, qui est un excellent parmesan. On a une huile d'olive de Sicile qui coûte, je crois, 6,50 € le litre. Ah oui, alors évidemment, il y a des huiles à 18 balles. En Ambrie, il y a des super huiles, il y a des huiles à 40 balles. Une huile à 6 €, c'est déjà pas de la merde. Il y a beaucoup d'huile à 3 balles sur le marché. Donc c'est une huile à 6 €. On la trouve excellente. Il se trouve que c'est probablement pas le prix que n'importe qui l'achèterait, mais il se trouve qu'on a une relation depuis très longtemps avec ce mec. Il faisait du vin et la première année où il a dit je fais de l'huile d'olive, on lui a dit mais viens, on te fait confiance, on t'achète ta production. Ça lui a permis de mettre le pied à l'étrier et aujourd'hui on a un super prix. Bon, avec ça, si tu fais le calcul, on a 24% de food cost sur cette pizza. Donc j'ai le même niveau de marge que plein de gens. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui vendent des pizzas à 15 balles, ils font des marges de malades et je ne les attaque pas. À East Mama, on vend une margarita qui est quasiment la même, on la vend à 12 €, on fait plus de marge. Sauf qu'à East Mama, on vend aussi une viande à 16 €, qui est un truc de dingue, sur laquelle on fait beaucoup moins de marge. Donc, dans un resto comme East Mama, tu fais la péréquation entre les plats, c'est-à-dire qu'il y a des plats où tu marches plus et des plats où tu marches moins, puis à la fin, tu essaies de t'en sortir. À Pizzeria Popolare, où on vend une pizza à 5 €, on a essayé de faire moins de plats où on marge moins. Donc, il n'y a pas du risotto à langue de sèche parce que ça coûte une blinde. Il n'y a pas du Saint-Pierre. À midi, on était à East Mama avec Chiro, on a mangé un Saint-Pierre entier par personne. C'est un plat canonissime, c'est la période en ce moment. Ils sont magnifiques, on les vend à 16 €. On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on est content de vendre ça. À côté, on vend des pizzas où on gagne un peu plus. Bon. C'est un équilibre. Donc c'est un équilibre. Ouais. À Popolare, pour faire des pizzas à 5 €, on ne vend pas de plats où on, entre guillemets, perd de l'argent. Voilà. Ouais. Il n'y a que des plats où on fait la marge qu'on veut. Et à la fin, oui, quand tu vends une pizza à 5 €, tu as quand même dû payer un serveur et un cuisinier pour la faire. Effectivement, quand tu fais une pizza à 15 €, à la fin,
Si tu as, disons, 40% de people cost, sur une pizza à 15 €, ça fait 4, ça fait 7 € pour payer ton staff. Sur une pizza à 5 €, ça fait 2 € pour payer ton staff. C'est là la principale difficulté à Pizzeria Popolare. Et ça, on le résout par le volume et l'efficacité. Mais pour finir, Pizzeria Popolare, c'est pas notre resto le plus rentable. Mais inversement, c'est un resto qui n'existait pas il y a un an. Aujourd'hui, ça fait 1500 clients tous les jours. Et ça gagne de l'argent. Donc on gagne peut-être pas une très grosse part, mais comme c'est un très gros gâteau, l'un dans l'autre, on est très content de faire ça. Et on est très content et très fiers. Parce que c'était un pari d'entrepreneur fou. Quand on était à Naples avec Chiro et Tigrane, on va bouffer une pizza à 5 € et elle était excellente. Et on se dit, mais s'ils y arrivent ici, pourquoi on n'y arrive pas? Alors évidemment, on peut te citer les 1000 raisons pour lesquelles c'est pas possible. L'immobilier, ça coûte pas le même prix. Les salaires, c'est pas le même prix. Tu vois, on est une grosse boîte chez Big Mama, tout le monde, on paye 100% des heures, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Donc évidemment, je suis sûr qu'à Naples, il y a des mecs qui font du black, il y a des mecs qui sont pas payés 100% des heures et c'est à la one again. Et le producteur, il est à 10 km et il passe en personne te déposer la cagette de mozza le matin. Nous, il y a toute une logistique derrière. Oui, on peut se trouver des excuses et puis pas faire les choses. Ou on peut aussi se dire, ok, part du principe que tout ça, ça va coûter X de plus. Comment tu fais pour les récupérer ailleurs? Mais à la fin, le client, il s'y retrouve. C'est ça le rapport qualité-prix, c'est qu'en fait, tu as mangé un truc et tu sens instinctivement que pour ce que tu as payé, il y en a plus dedans. Il y a aussi le système des files d'attente, finalement, qui vous permet de remplir plus le restaurant. Je crois que c'est 30% de couverts en plus pour vous. Le fait de ne pas prendre les réservations. Si on prend les réservations, on va faire 30% de clients en moins. Dans l'absolu, c'est pas un drame, tu vas me dire. Je viens de vous expliquer qu'on gagnait de l'argent, qu'on était rentable, mais on fait définitivement pas les plus grosses marges de la profession. Donc, si on fait 30% de clients en moins, on perd de l'argent. Si on fait 30% de clients en moins, c'est pas grave. Il faut juste monter nos prix de 30%. Quand tu fais une pizza à 5 €, si tu montes ton prix de 30%, ou même quand tu fais une pizza, même si tu fais une pizza à 12 balles, si tu montes ton prix de 30%, ça veut dire qu'elle va valoir quoi? 15. Il y a encore beaucoup de gens à Paris qui sont prêts à payer une pizza à 15 balles. Mais il y en a encore infiniment plus qui ne viendront plus. Parce qu'en fait, si tu augmentes tout de 30%, à la fin, tu te retrouves à faire des déj à 28 balles. Quand tu fais des déj à 28 balles, tu touches un Parisien sur 10. Quand tu fais des déj à 14 balles, tu touches 2 Parisiens sur 3. Et notre projet à la base, c'était de faire des restaurants populaires dans des lieux où tout le monde se sente bien. Les riches, les moins riches, les jeunes, les moins jeunes, les passionnés de bouffe, les gens qui ont juste envie de manger un truc, les familles, les amoureux, les groupes de potes. Et si on augmente nos prix de 30%, on va passer d'un restaurant populaire à un restaurant branché. C'est pas grave, j'adore les restaurants branchés, je vais tous les jours dans des restaurants branchés, mais c'est pas la même chose. Et le fait de pas prendre les réservations aussi, ça permet de contrer les no-shows, les attentes, tout ça, c'est quand même intéressant pour les restaurateurs. Les no-shows, etc., c'est ça qui fait que tu fais 30% de clients en moins. Après, les files d'attente, c'est le plus gros caillou dans notre chaussure, c'est-à-dire que c'est pas facile des files d'attente. Tu prends un mec et tu lui fais attendre 1 heure pour lui donner une pizza. C'est énormément de pression. Quand tu as attendu 1 heure devant un resto, quand tu rentres à l'intérieur, il faut que ce soit nickel chrome. Et il faut que ton hôtesse, elle soit magique. Et donc, en fait, tu n'as pas qu'une hôtesse, tu en as 3, etc. Donc, c'est plein de coûts. En plus, il y a plein de coûts cachés derrière les files d'attente. C'est pas juste tiens, on s'en branle, on fait attendre les gens et puis vas-y, on s'en fout. Pas du tout. Va sur Internet, regarde les critiques de Big Mama. Les gens qui disent que la bouffe est pas bonne, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui disent qu'ils n'ont pas pu rentrer, que c'est un scandale, que ça fait 10 fois qu'ils prennent la babysitter, qu'ils arrivent et qu'ils disent que c'est complet, il y en a beaucoup. Nous, on considère que notre métier, c'est de donner aux gens le meilleur moment de leur journée. Il y a des gens qui n'ont pas le meilleur moment de leur journée à cause de ça. Et ça nous blesse tous les jours. Tous les jours. Et on n'est pas du tout prosélyte sur le fait qu'il faut qu'aucun restaurant ne prenne de file d'attente. On pense qu'il y a plein de restaurants différents, avec plein de systèmes, pour plein de clients, à plein de moments. Et que inversement, s'il fallait réserver 3 mois à l'avance pour bouffer une pizza à 10 balles, ça enlèverait aussi vachement de spontanéité et de simplicité à la chose. Voilà, donc on est attentif à ça pour essayer de faire en sorte que ce mal nécessaire qu'est le fait de ne pas prendre les réservations soit le moins pénible. C'est notamment pour ça, par exemple, que dans la mesure du possible, on prend le numéro des gens et on les appelle quand il y a une table, ce qui fait qu'ils ne sont pas en train de l'attendre debout, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous l'avez imaginé de ne pas faire les réservations, c'était plus pour avoir des tarifs bas que pour ne pas avoir de soucis de non... de pas trop imaginé d'ailleurs. On l'a pas trop imaginé. Vous l'avez pas trop. Vous êtes dit c'est venu. On n'avait pas pris de réservation parce que
on n'avait pas assez de staff en salle. Le premier jour, il y avait un système de réservation qui était quasiment prêt. On avait bossé le truc et on avait quasiment le module de prêt. On avait bossé avec un espèce de truc équivalent de la fourchette, un truc anglais, machin. Je sais pas pourquoi on s'était compliqué la tête à pas prendre le truc français. On avait pris le truc anglais en se disant que ça devait être mieux. On est un peu couillon. Mais comme c'était anglais, c'était compliqué de l'adapter. Donc on ouvre le premier jour. On se dira, on le mettra en place à la fin de la semaine, quoi. Parce que le premier jour, il y a 70 personnes qui font la queue devant le restaurant. On est complètement dépassé. Tout le mois de l'ouverture, on est complètement dépassé. La première semaine, on se fait complètement éclater. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de gens que ce qu'on attendait. Déjà, on recrute des gens en urgence, on comble les trous, on bosse comme des malades. C'était pas le moment de nous parler de réservation. C'est-à-dire qu'on était juste en train d'essayer de survivre. Et à la fin du mois, on constate ce qui nous reste comme argent à la fin du mois. C'est-à-dire on faisait pas non plus de chiffres tous les soirs. C'est-à-dire que, enfin, une fois, quand tu te couches à 2h du mat juste parce que tu essaies d'avaler le nombre de clients qui arrivent, à la fin du mois, tu te poses et là, on se rend compte que il nous reste des sous, mais qu'il faudrait pas qu'il y en ait 30% de moins, quoi. Et petit à petit, c'est comme ça qu'est né le système de réservation. Et ensuite, évidemment, face au fait que il y a plein de gens qui ont dit mais c'est scandaleux, vous foutez de nous, c'est horrible de faire la queue, etc. Ça nous fait réfléchir tous les jours. Donc on a fait des essais. On n'a évidemment pas fait des essais, on n'a pas publié une page dans Le Monde pour dire qu'on faisait des essais, mais on a marginalement dans un resto, dans un autre, fait des essais de prendre des résas et on fait 30% de clients en moins. Et comme notre projet c'est de faire des restaurants populaires, ça marche pas. Justement, je voulais parler de l'emballement médiatique dès le début. Est-ce que c'est dû à la mise en place d'une politique de communication volontariste ou vous avez été surpris? Enfin, j'ai l'impression... C'est 60 mètres de queue, c'était assez spontané. Ouais. C'était les gens, ils avaient envie de parler de nous et nous, on avait envie de parler avec les gens. C'était l'affichage c'était pas un peu aussi l'affichage. Je pense que l'affichage, oui, c'était un peu cool parce que voir, c'était une publicité un peu différente, voir la tête de Stefano Borchini c'était les producteurs, toute l'équipe un peu qui était en photo en noir et blanc sur les travaux. C'était assez cool. Les gens ils nous demandaient qui c'est, qu'est-ce que c'est. Ils pensaient que c'était des mannequins, je me rappelle. Contrairement à l'industrie où je travaillais avant, qui est le digital, quand on a un communiqué de presse dans la restauration, il n'y a personne qui t'écrit un article. Je me souviens, une semaine avant l'ouverture, d'appeler notre bureau de presse et de dire attendez, on a fait un communiqué de presse, il n'y a personne qui veut faire un article, personne ne veut en parler. Et là, mon bureau de presse me dit mais je crois que tu n'as pas compris, en fait, c'est de la restauration, donc fais ton resto. Si on est bon, on va réussir à faire venir des journalistes, et si ça leur plaît, ils vont écrire. En fait, toute ton histoire, moi j'étais là, nous ça fait 2 ans et demi qu'on bossait avec Chiro, avec Tigrane, avec toute l'équipe pour monter un projet, on avait envie de parler de ce projet. Mais en fait, ce projet, on te donnera l'occasion d'en parler que si à la fin c'est bien. Donc le premier jour, il n'y a jamais eu. Enfin, les gens qui sont venus au début ne sont pas du tout venus à cause de la presse, c'était les gens du quartier. Peut-être aussi, notamment à cause de notre campagne d'affichage un peu rigolote. Puis ensuite, il y a un mec qui est venu et puis qui a trouvé que c'était bien, donc il a écrit. Mais tu sais, c'est des journalistes, c'est-à-dire que quand il y a des journalistes qui viennent chez Big Mama, on ne leur parle pas. Ils préviennent toujours qu'ils viennent, qu'ils veulent pas qu'on les fasse chier, qu'ils veulent avoir une expérience comme un client normal. Bon, le mec il vient et puis on se demande si ça lui a plu, puis il dit que c'était bien. Il y a 1, 2, 3 de ses confrères qui voient le truc et qui dit je vais aller voir aussi. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça qu'on a découvert le système de la presse et des reviews de restaurants. C'est un monde cruel, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un monde cruel, globalement, c'est un monde assez juste. C'est juste, non, c'est juste selon les critères des gens qui le critiquent. Mais ça s'achète pas, quoi. Et les réseaux sociaux, il y a eu un emballement aussi dessus. Ça a fait un peu Big Mama. Les réseaux sociaux, si tu veux mon avis, je pense que c'est marrant, mais on n'est pas tant que ça dans la nouvelle économie. C'est-à-dire que la presse fait beaucoup les réseaux sociaux. Quand tu as un article de 4 pages dans un magazine important, quand tu as une demi-page dans un journal important, quand tu as une bonne critique dans une rubrique qui est lue et consultée, quand tu as 1 minute à la télé, etc., poum, tout de suite sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même un système qui se nourrit vraiment l'un l'autre. Je pense que ce serait pas pertinent de dire il y a d'un côté les réseaux sociaux, il y a de l'autre côté la presse traditionnelle. C'est 2 systèmes qui se répondent. Après, il se trouve que on est attentif aux détails. Les gens parfois nous disent « Ah non, mais de toute façon, vous faites du marketing, vous avez des produits marketés. » Non, c'est pas parce que je fais une belle assiette ou un beau resto que c'est marketé.
En fait, le point de départ, c'est qu'on aime les jolis lieux. En tout cas, on aime ce que nous, on trouve des jolis lieux, donc on essaie de faire les lieux les plus jolis possibles. Quand tu fais un joli lieu, en fait, les gens le prennent en photo. On leur met pas le couteau sous la gorge. On se fait d'abord plaisir. Ouais, on se fait d'abord plaisir. Moi, j'adore être au restaurant et quand l'assiette arrive, me dire waouh, j'adore ça. C'est mon truc, j'adore ça. Donc oui, on choisit de la jolie vaisselle. On se donne beaucoup de mal pour ça. Ça veut pas dire qu'on n'est pas restaurateur, ça veut pas dire qu'on n'est pas chef, ça veut pas dire qu'on fait pas attention à comment on a cuisiné le plat qui est à l'intérieur. Mais on fait aussi attention à l'assiette. Et quand tu apportes une assiette et que les gens se disent waouh, ils le prennent en photo. Encore une fois, ils n'ont pas le flingue sur la tempe. Et donc je pense que quand tu fais des plats qui ont une bonne gueule dans un lieu qui est joli avec un joli éclairage, les gens le prennent en photo et ça effectivement ça nourrit le propos. Tu anticipes sur ma prochaine question. J'allais parler du souci du détail justement. Et autant dans le sourcing, la décoration, la musique, tout. Enfin, on voit bien que rien n'a été laissé au hasard. C'est un peu le contraire de ce que je disais avant, c'est-à-dire. C'est feeling et en même temps rien n'est laissé au hasard. Feeling, oui, c'était. C'était un peu le feeling et un peu quand tu vois une assiette. Moi, je le sais. Toi, tu le sais. Tu sais qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais si c'est beau ou pas. Donc, si c'est beau et si c'est bon. Même si il n'y a pas besoin d'être chef cuisinier pour, comme on disait tout à l'heure, pour dire si c'est une bonne tomate ou pas. Donc oui, on a fait beaucoup attention aux détails et on s'est dit à chaque fois il y a quelque chose, surtout dans le métier de la restauration. Des fois c'est tellement difficile parce qu'à chaque service ça peut changer. En fait, tu fais le service de midi c'est bien, le service du soir c'est pas forcément bien. En fait, la différence entre les gens bons dans ce métier et les gens un peu moins bons, c'est que ils voient ceux qui n'étaient pas très bien dans le service d'avant, ils l'améliorent pour le service d'après. Et nous, c'est notre attention au détail, c'est ça. C'est de s'améliorer de service en service. Est-ce qu'on peut parler de Patrick Bedon ? Patrick Bedon. Dans une interview, j'ai lu que Big Mama n'existerait pas sans lui. C'est un rock, je crois. Patrick, ça fait vraiment partie des belles rencontres. Bon, et un jour, on veut monter des restaurants, donc on commence à visiter des lieux et puis on se dit tiens, est-ce qu'on peut faire un resto dedans ? On se rend compte qu'en fait, faire des travaux de restaurant, c'est super compliqué. Et vas-y qu'il faut mettre des extractions et de la clim et des machins et des cuisines et des fourneaux et qu'en fait, quand tu veux un fauteuil, mais qu'en fait, tu le veux un peu plus comme ça avec un peu tel cuir, en fait, il faut le fabriquer sur mesure et on se dit en fait, comment on va faire ? Et on rencontre des mecs et on a zéro fit avec personne et tout le monde essaie de nous vendre la soupe et personne n'est clair et ça. Et un jour on rencontre un mec qui s'appelle Patrick Bedon qui a une 60aine d'années, qui a construit plus de 1000 restaurants dans sa vie et qui avait sa boîte à l'époque. Ils étaient une dizaine dans sa boîte et ils construisaient des restos. C'est un cuisiniste ou plus que ça ? C'était un cuisiniste, un bureau d'études fluide, donc un mec qui sait aussi de faire les legs. C'est un mec à l'ancienne, c'est un mec qui sait tout faire. C'est un type, il a construit le resto au dernier étage de la tour Montparnasse. Quand tu sais faire un resto de 600 mètres carrés au 50e étage d'une tour, tu sais faire beaucoup de choses dans la vie. Et Patrick, il nous a dit ouais, ok, c'est facile votre truc. Bon, il se trouve qu'ensuite il a trouvé que c'était pas si facile que ça parce que comme tu dis, on laisse rien au hasard et qu'on est, je pense, tous hyper exigeants et que Chiro il veut son truc comme ci et que Tigrane il veut son truc comme ça et que moi je veux mon truc encore un peu différemment. Mais voilà, c'est un mec, c'est une histoire d'amour. Patrick, il bosse encore avec nous aujourd'hui. Entre-temps, il se trouve qu'il a vendu sa boîte et qu'au lieu de partir à la retraite, il est resté chez nous. C'est lui qui a fait la Felicita. Felicita, c'est 4500 mètres carrés dans un lieu qui est ce qu'on appelle un ERP1. C'est un établissement recevant du public de première catégorie. C'est comme un aéroport, c'est-à-dire qu'il y a des normes de sécurité, d'incendie, etc. qui sont stratosphériques. C'est d'une complexité infinie. Voilà, Patrick Bedon, 5 ans plus tard, il est encore là avec nous et il nous aide à ça. Et je pense Patrick, il est là parce qu'il nous kiffe et on bosse avec lui parce qu'on le kiffe. Il vous aide à concrétiser vos rêves de façon physique. Oui, c'est-à-dire que quand tu as la chance d'être entouré par des gens qui sont infiniment plus forts que toi et qui sont les meilleurs, tu t'interdis pas du tout de rêver. J'arrive parfois au bureau et je dis à Chiro, putain, ce serait cool si on faisait ça, ça et ça. C'est-à-dire des trucs complètement impossibles, des plats ultra compliqués à faire, etc. Et il fait ok, super, génial. Parfois Tigrane arrive et il dit mais tiens, si on faisait un restaurant de 4500 mètres carrés, ok, pas de problème parce qu'il y a Patrick. Je me rappelle des discussions où il te disait là, en fait, c'est impossible. Et tu disais parfait, on va le faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Patrick. Malheureusement, on peut pas emmener tous les gens, mais c'est la famille Big Mama, il est vraiment plein de gens qui travaillent tous les jours. Il
Et c'est pas des petits mains, hein, c'est des cerveaux, c'est Elsa sur les ressources humaines, c'est Tiziana en Italie sur l'écoutement. C'est plein de gens qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que le détail soit beau. C'est quoi la recette du succès d'un restaurant ? Tout ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà se faire plaisir, donc kiffer, faire attention aux détails et se donner les moyens de ses rêves. Et je lisais aussi qu'il y avait vraiment une volonté d'impliquer les équipes, les chefs des restaurants et les équipes. Est-ce que ce serait pas ça aussi de... Oui, mais ça c'est la recette de tous les succès. C'est pas que pas que ça. En fait, c'est pas que ça. C'est prends chacun des gens que tu embauches, chacun des gens que tu rencontres. D'ailleurs, on peut prendre quelque chose de vous aussi que vous êtes là. C'est de donner la possibilité de le faire participer au projet. Et ça, ça fait la différence entre notre pizzaiolo et les pizzaiolos des autres restaurants. Notre pizzaiolo, il peut venir demain, il vient dire tiens, goûte cette pâte, j'ai mis un peu de farine complète dedans, goûte ça, goûte ci. Ben c'est ça, ça fait partie. Vous avez un fonctionnement participatif. Oui, ça c'est. Il faut changer. On disait ce matin, on en parlait il y a 1h30. Notre premier objectif de la journée, c'est de essayer. Je dis essayer parce que c'est pas toujours donné, de changer la vie des gens. Moi, ma vie a changé. Je pense que la tienne aussi a changé, Victor. Changer la vie de tout le monde a changé. Ouais, si on n'avait pas fait Big Mama, les 8000 personnes qui mangent par jour chez nous, ils crèveraient pas de faim, tu vois ce que je veux dire. Et on n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien. Mais je pense que les 600 mecs de la team, notre vie, elle a changé à tous. Et ça, c'est un truc significatif. Ça, c'est, je pense, ce qui nous rend le plus heureux, qui nous excite le plus chaque jour. Et oui, tu peux pas dire à un mec, tu fais pas changer la vie d'un mec si tu lui dis qu'il faut juste qu'il exécute telle recette, vas-y, punto, basta, et puis on s'en reparle dans 3 semaines, quoi. Ça marche pas comme ça. Et faire participer les gens, faire en sorte que ce soit un projet de groupe, c'est bien. Se dire que le but, c'est pas de faire les meilleurs restaurants du monde. Le but, c'est de dire, ok, on est une équipe, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et il y a quoi comme talent par-ci ? Il y a quoi comme envie par-là ? Voilà. Et je pense que ça fait partie du fait que ça contribue au fait qu'il y a pas mal de gens chez nous qui, je pense, sont contents de se lever le matin et d'aller au boulot. Ça marche pas avec tout le monde, d'ailleurs. C'est pas. Non, ça marche pas avec tout le monde et. Les gens qui apprécient ça, il y a des gens qui s'en foutent. Mais vous avez un taux de turnover très faible par rapport au reste de la restauration en France. Oui, et ça nous aide vachement. C'est-à-dire que on a grossi au sens où notre aventure est devenue grande. C'est énorme d'être 600. On pensait jamais être 600. Tu peux pas grandir comme ça si les gens avec qui tu construis se barrent toutes les semaines. Et tu peux faire que ça si... Parfois, il y a des gens qui me disent « mais tu dois être super stressé avec tout ce que tu gères. » Mais moi, je gère rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as 600 personnes, tu gères rien. C'est-à-dire que si c'est moi qui devais gérer ou Tigrane, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est un truc qui s'autogère. Mais ça s'autogère parce qu'on a construit le truc, pas juste Tigrane et moi, en commandant des gens, mais en faisant rentrer des gens dans l'aventure. Chiro, dès le 2e jour, il y a des gens avant-hier, mais... Tout ça est une aventure collective. Et oui, ça s'autogère. Et ça s'autogère parce que les gens sont responsables et passionnés. Mais si les gens se partent toutes les semaines, les gens ne sont pas responsables et passionnés. Comment vous vous présentez ? Comment on se présente ? Comment vous vous présentez aux gens qui On dit buongiorno. Comment vous vous présentez toi, tu te présentes comme chef, comme restaurateur Moi, je me présente comme cuoco, comme cuisinier, quoi. Cuisinier ? Oui. Tu cuisines encore ? Je cuisine encore, oui. Tous les jours ? Là, j'étais en service à East Mama. Je suis venu, je fais les deux. Tu fais volant Ouais, je fais les deux. Là, j'étais en service à East Mama. J'ai quitté le service 15 minutes avant pour être ici. Il y avait le chef d'East Mama d'ailleurs qui était là. Je cuisine, je cuisine plus pour plaisir. Parce qu'il y a plein de bons cuisiniers chez Big Mama. Il y a plein de cuisiniers. Il n'y a pas vraiment besoin que je mets les mains à la pâte à chaque fois. Mais je cuisine, on parlait des Saint-Pierre, avant-hier je me suis enfermé 1 heure dans la cuisine pour essayer de voir si le Saint-Pierre on pouvait le cuisiner au four à bois. Donc, et oui, c'était bon. Et une fois que c'était fait ça, il y a le chef à East Mama, il va le cuisiner. Voilà. Et toi Victor, comment tu te présentes ? Restaurateur ? Ouais, je pense qu'avec Tigrane on se sent restaurateur dans tout ce que ce métier a de complet, c'est-à-dire que
faut gérer des gens, faut gérer des clients, faut avoir des idées, faut partager la passion, faut être dans les détails. Ouais, on se pose la question de la forme de la tasse à café et de comment on va faire pour qu'elle soit bien chaude quand elle arrive sur la table et de comment on va faire un menu pour que les gens arrivent à le lire et que ce soit clair et en même temps de comment on va confire la tomate. Moi j'adore la bouffe et Tigrane il est à fond dans le détail de comment on dit bonjour aux gens et de comment on se présente et de comment on sert le tiramisu et on devient dingue quand on sert pas le tiramisu chez nous comme il doit être servi parce que c'est ça être restaurateur et c'est dans les détails et en même temps on est évidemment aussi des entrepreneurs parce que c'est pas un resto dont on n'a pas hérité d'un resto qu'on continue à opérer. On crée des lieux et la dimension créative, elle est hyper excitante évidemment pour Tigrane et pour moi, mais je pense pour toute l'équipe. Quand tu ouvres un lieu comme la Felicita, c'est 200 emplois. Donc Chiro, il est hyper excité quand on est à la Felicita parce qu'il se dit ok, il y a des mecs, ils étaient commis avec moi à Gordes. Demain, ces mecs-là, ils sont chefs du plus grand restaurant d'Europe en termes de volume. C'est-à-dire que le mec, il a 23 ans, il n'a pas fait d'études. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est une super aventure entrepreneuriale. Moi, j'avais 23 ans. Non, mais le chef Alberto. Et en cela, créer des lieux, ça participe de la dynamique et de l'énergie de ce qu'on fait. Et donc oui, on est évidemment aussi entrepreneur, mais au quotidien, si je prends 100% de ma journée, il y a 95% de ma journée qui est passée à être restaurateur. Comment vous répartissez les rôles ? À la question tout à l'heure, je voulais répondre. On n'aime pas rentrer. Moi, j'aime pas rentrer dans une case. Et donc, je crois que t'es un peu trop gros pour rentrer dans une case. Toi, t'es un peu trop con pour aussi. Comment on se répartit moi, je m'occupe avec Victor beaucoup de produits et bouffe. Tigrane, il s'occupe plutôt de la déco, de l'expérience du client au sens large. Et quand je dis qu'on ne va pas rentrer dans des cases, moi je fais ça, toi tu fais ça, c'est parce que un peu tous, une fois qu'on a dit ça, un peu tous on fait tout. Ouais, on peut tout faire. Il y a un truc qui marche bien avec Chiro et c'est la chance des rencontres. Parfois on dit, on pense qu'on a eu beaucoup de chance dans l'histoire Big Mama et c'est pas de la fausse modestie, c'est si on a eu beaucoup de chance parce que tu rencontres des gens et puis ça fit quoi. Ouais, c'est comme les gens, ils ont eu la chance de rencontrer leur partenaire de vie et de se marier et de ce machin et puis il y a des gens, ils n'ont pas eu cette chance. Nous on a eu cette chance avec Chiro. Quand on aime tous les deux un truc à la fin, souvent c'est pas mal. Et quand moi j'aime un truc et que lui aime pas, c'est souvent moins bien et inversement. Donc on essaie un maximum de faire les choses à plusieurs. D'être plusieurs à avoir un regard sur ce qu'on fait. Tigrane il est venu, il faut qu'on trouve tous les deux quelque chose de bien. Tigrane il arrive et il fait mais c'est bon mais c'est difficile à bouffer. J'arrive. Et donc voilà, on est vraiment très 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 complémentaires. Récemment, je lisais un article dans Le Monde, il y avait un chef qui disait, en parlant de vous, il crée des restos pour les revendre. Est-ce que c'est vrai ? C'est quoi votre plan pour Big Mama ? Je sais pas. Moi, j'invite n'importe qui, n'importe quel chef, n'importe qui à venir passer quand il veut, autant de temps que les gens voudront, avec moi, avec Chiro, avec Tigrane. Venez passer une journée avec nous. Venez voir ce que ce sont nos journées. Mon mail, c'est victor.luguer@gmail.com. Vous pouvez m'écrire, c'est pas compliqué. Si vous voulez passer une journée avec moi, vous m'écrivez quand vous voulez. Et je pense que ça répondra à la question des gens qui s'interrogent sur est-ce qu'on fait du business, est-ce qu'on est là pour revendre, et puis comment c'est rentable. Et puis, en fait, c'est pas compliqué. En fait, on fait des restaurants comme beaucoup de gens à Paris. Je crois qu'on aime notre métier. Je crois surtout qu'on aime les gens avec qui on le fait, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit notre staff. Je crois que les gens sont plutôt contents quand ils viennent dans nos restos. En tout cas, je pense que la majorité d'entre eux. Et je pense que les clients sont pas complètement bêtes. Je pense qu'ils sentent une forme d'authenticité et de simplicité dans la démarche. Et surtout, ils le sentent pas depuis 3 minutes. Ça fait 3 ans qu'on a ouvert East Mama et il n'y a jamais eu autant de clients que le mois dernier. Donc voilà, je pense que cette authenticité, on la perçoit quand on vient manger chez nous. Donc nos plans pour Big Mama, ça n'a jamais été de leur vendre. Je peux pas dire les choses plus clairement, mais je l'ai déjà dit 150 fois à 250 journalistes, sauf que en fait, comme ça fait pas buzzer le fait qu'on veuille pas revendre Big Mama, personne ne l'écrit jamais. Mais
Voilà, notre plan, c'est on fait des restaurants parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça, parce qu'on adore créer des lieux, on adore construire cette aventure en équipe. Moi, je trouve ça ultra excitant de me dire qu'on était avec Chiro et Tigran il y a 3 ans et demi, tous les 3 dans un bureau, et qu'aujourd'hui, il y a 600 personnes avec nous dans cette aventure qui changent leur vie tous les jours à force de leur passion. Et en tout cas, ça nous fait lever le matin, Chiro, Tigran, moi, et on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Et le prochain, Big Mama, il est où? En Italie? Alors on a ouvert la Felicita il y a 1 mois pile. C'est un resto qui fait plusieurs milliers de clients par jour. C'est un gros morceau à avaler. Il y a encore plein de choses à améliorer parce que c'est tellement grand qu'il y a des tonnes de process, il y a des tonnes de choses à ajuster. On veut changer les menus en permanence. Donc voilà, on est très focalisé sur ce projet. Une dernière mini question. Vous allez répondre tous les deux, mais du coup, si tu veux répondre en premier, ton plat préféré Big Mama et ton resto préféré Big Mama? Moi, j'aime manger une pizza margarita à East Mama. Et toi, Chiro? Et moi, c'est un peu difficile à répondre. Moi, j'aime tout. Il y a des trucs que j'aime et des trucs que j'aime un peu moins. Moi, c'est à Mama Primi, c'est les ravioli del Plin. Et quand tu manges ça, quand je mange ça, ça me rappelle souvent j'ai des souvenirs de la trattoria à Tours. Mama Primi, donc. On arrive à la fin. Et Chiro, est-ce que tu as une recette que tu fais à la maison à nous expliquer, s'il te plaît? Très rapide. Je t'explique la recette que j'ai fait hier. Oui. C'est la parmigiana. Chez Big Mama, on l'appelle la parmigiana di Chiro. D'ailleurs, je sais pas parce que il y a beaucoup de gens qui font cette parmigiana, mieux que moi d'ailleurs. Et elle est vraiment une de mes recettes préférées, avec les raviolis des plines de Mama Primi. Tu prends des aubergines, tu les coupes assez finement avec une mandoline, tu les passes dans la farine et tu les frites. Jusqu'à quand il devient un peu chips, un peu croustillant. Comme ça, il perd toute l'huile. Vous faites une sauce tomate à côté. Vous faites une sorte de lasagne, mais à la place des feuilles des pâtes, vous mettez des aubergines. Et donc, vous commencez avec un peu de tomate, une couche dans un plat à lasagne, une couche d'aubergine, la tomate, du basilic, du parmesan, de la mozzarella de bouffalone. Et vous continuez jusqu'au bord. Vous mettez au four à 180 degrés pendant 30 minutes et vous allez vous régaler. C'est mieux de mon explication, c'est sûr. Quand vous allez manger le plat et vous avez... d'ailleurs, vous pouvez trouver sur le livre, je crois, la recette. La recette. Quand vous avez mangé ça, vous allez dire « Voilà, c'est un gratin d'aubergine. J'ai jamais mangé un gratin d'aubergine aussi bon. » Merci Chiro. Bon prix, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Vous pouvez goûter ce qu'ils ont dans la poêle dans l'un de leurs 7 restaurants. Les adresses sont à retrouver sur leur site bigmamagroup.com. J'espère que cet épisode bonus vous a plu. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes